Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois de mai. Et ça a été un mois de folie, puisque si vous avez suivi, j'ai organisé le challenge des terreurs avec Louise, Fanny, Lola et Juliette. Et c'était un challenge dont le but était de lire un maximum de livres pour rapporter un maximum de points à son équipe. J'ai donc lu au cours de ce mois de mai 25 livres, si j'ai bien compté, et c'était un truc de dingue. J'ai eu d'excellentes lectures, des gros coups de cœur et assez peu de mauvaises lectures. Vous allez voir dans cette vidéo que la plupart des livres que j'ai lus ont de très bonnes notes, et la plus mauvaise note que j'ai mis c'est 3 sur 5, donc ça veut dire quand même que c'est une très bonne lecture, et globalement j'ai adoré ce mois, même si il y a selon moi certains points négatifs par rapport au challenge que l'on a fait, où 4 semaines c'était beaucoup trop long et on était relativement tous d'accord pour dire que 4 semaines c'était un petit peu long. En plus de ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile d'être dans la compétition, puisque même en lisant autant que j'ai fait, j'étais loin derrière beaucoup de scores, et mon équipe est arrivée loin derrière aussi. Mais ça n'empêche pas que la plupart d'entre nous avons passé un très bon moment de lecture. On a misé sur les découvertes des livres, sur des échanges que l'on a pu faire en lecture commune, sur le fait de lire des livres aussi qu'on n'aurait jamais lus en temps normal, et franchement je trouve que ça c'est super. Et voilà, donc il y aura une autre édition, on vous tiendra au courant lorsqu'on la fera. Tout se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si jamais vous voulez être tenu au courant de la prochaine édition du challenge des terreurs. Sachez également que à l'occasion de ce challenge, j'ai ouvert ma boutique en ligne de bougies et de goodies livresques. C'est une boutique Etsy que vous pouvez retrouver dans la barre de description, et sachez que j'ai créé des bougies à l'effigie du challenge spécialement donc pour les participants du challenge, puisque je me doute bien que les personnes qui n'y ont pas participé ne sont pas intéressées par ces bougies là. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez jusqu'au 15 juin pour les acheter sur la boutique, puisque passé cette date là, ce sera un petit peu obsolète, sachant que le challenge a duré tout le mois de mai. J'avais pas envie de vous les proposer pendant trop longtemps après. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse à aller faire un tour sur ma boutique Etsy. Je propose également d'autres bougies qui ne sont pas en lien avec le challenge. Sur ce, on va pouvoir passer aux avis lecture de toutes ces lectures que j'ai faites au cours du mois de mai. Bien évidemment, si vous avez suivi mes vlogs lecture au fur et à mesure du mois, vous avez probablement déjà eu mes avis à chaud de ces lectures. Peut-être bien qu'ils diffèrent un petit peu maintenant que j'ai du recul sur ces lectures, et surtout j'avais envie de faire ce type de vidéo parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément le format vlog, et je me suis dit que ça pouvait plaire à certaines personnes de pouvoir revenir sur cette vidéo pour avoir uniquement les avis sur certaines lectures. J'ai lu tellement de livres que j'ai essayé de les classer par genre littéraire, histoire que ce soit plus simple pour vous. Donc n'hésitez pas à suivre la petite barre de défilement de la vidéo pour passer certains genres si ce sont des genres qui ne vous intéressent pas. Et sur ce, je commence tout de suite avec les livres jeunesse. Au tout début du mois de mai, un peu avant le début du challenge, puisque le challenge a commencé le 3 mai, j'ai lu le premier tome de Nevermore, c'est Les défis de Morrigan Crow de Jessica Towson, paru ici chez Pocket Jeunesse. C'est un livre dans lequel on va suivre Morrigan Crow, une jeune fille maudite qui est amenée à mourir le jour de ses 11 ans lors du Merveillon. Elle va être sauvée de la mort in extremis et envoyée dans le royaume de Nevermore, où elle va y découvrir un monde fantasque, un monde imaginaire et un monde vraiment oufissime, très dingue, et qui fait rêver tous les enfants de son âge. Elle va se rendre compte qu'elle a un pouvoir bien particulier et apprendre à le développer petit à petit en passant plusieurs épreuves pour être acceptée dans ce monde de Nevermore. Morrigan est une enfant très attachante et j'ai beaucoup aimé suivre ses aventures. J'ai principalement écouté cette histoire en livre audio plutôt qu'en livre papier que j'ai ici, donc dans l'édition française prêtée par ma belle-mère, merci, mais que j'ai aussi là juste derrière moi en édition VO reliée, parce que franchement j'aime beaucoup cette histoire et j'avais envie d'avoir un objet physique qui m'appartient dans ma bibliothèque. L'histoire de Morrigan, elle est vraiment super chouette, c'est une histoire qui nous emporte, c'est une histoire aussi qui s'apparente beaucoup à Harry Potter et Charlie la chocolaterie, un joli mélange des deux que j'aime beaucoup, et franchement je ne peux que vous le recommander si vous avez envie de lire un livre jeunesse qui vous permettra de vous évader, de passer un bon moment et en même temps qui sera léger et facile à lire. C'est donc une lecture que j'ai vraiment adorée et à laquelle j'ai mis une note de 4,5 sur 5. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très proche d'un coup de cœur, et je sens que dans les tomes futurs, il y en aura probablement un qui le sera, et peut-être même que après avoir lu toute la saga, lorsqu'elle sera terminée, c'est une saga en 7 tomes, pourquoi j'ai fait un 2 avec les doigts, je ne sais pas, mais du coup c'est une saga en 7 tomes, et une fois que j'aurai tout terminé, peut-être que j'aurai aussi eu un coup de cœur pour cet univers vraiment atypique et que j'ai vraiment
adoré dans ce livre. J'ai donc enchaîné un petit peu plus tard dans le challenge avec le tome 2 de Nevermore que j'ai également écouté principalement en livre audio. Ça a été encore une fois une excellente lecture. Je lui ai également mis une note de 4,5 sur 5 puisque j'ai adoré cette histoire. C'était encore une fois très proche du coup de cœur. Je pense qu'il en fallait vraiment très peu pour que ce soit un coup de cœur. Probablement que ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur pour moi, c'est que c'est vraiment jeunesse. Et du coup, même si je suis attachée au personnage de Morrigan, même si j'apprécie ses histoires, très souvent je lève les yeux au ciel parce que franchement ce sont des personnages qui ont tendance à faire tout ce qu'on leur dit de ne pas faire et ça m'agace grandement. Et je pense que c'est vraiment à cause de ce point-là que ce n'est pas un coup de cœur. Mais à part ça, l'univers est juste dingue et je ne peux que vous recommander de le découvrir. Le dernier livre jeunesse que j'ai lu au cours du mois de mai, il s'agit donc de Mathilda de Roald Dahl, qui est ici donc dans l'édition collector des 30 ans, donc en format relié, paru chez Gallimard Jeunesse. J'ai adoré lire ce livre, franchement c'était beaucoup trop bien pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'adore le film de Mathilda, c'est un film que j'ai énormément regardé lorsque j'étais plus jeune. C'est un film voilà que j'ai vu et revu, que j'adorais toujours et qui me faisait toujours rêver, un film qui donne l'impression voilà que tout est possible. Et c'est également ce que j'ai retrouvé dans ce livre qui selon moi a une très belle adaptation cinématographique puisque le film est vraiment très fidèle au livre. C'était la première fois que je lisais le livre de Mathilda, pourtant j'avais lu plusieurs Roald Dahl lorsque j'étais enfant. C'est des livres qui étaient vraiment recommandés lorsque l'on était en primaire et que j'aimais énormément, mais je n'avais jamais lu Mathilda et du coup j'étais vraiment contente de le lire pour la première fois. La deuxième raison qui a fait que j'ai adoré cette histoire et que ça en fait une expérience spectaculaire, c'est que lorsque j'ai rencontré les organisatrices du challenge au début du mois de mai, nous avons lu ce livre en lecture commune en temps réel. On était tout ensemble assises sur le canapé en même temps à lire ce livre et on s'arrêtait après quelques chapitres pour discuter de notre avis sur cette lecture. Et vraiment ça donne une dimension autre à l'histoire, ça permet vraiment d'échanger sur l'histoire en même temps. De manière générale j'aime beaucoup les lectures communes, mais alors là, lire tout ensemble le même livre, c'était vraiment super chouette et c'est quelque chose que je peux vous recommander. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui aime beaucoup la lecture comme vous et que vous avez envie de lire un livre avec cette personne, ça peut être l'occasion de lire un livre très court comme celui-ci qui est un jeunesse et qu'on a lu en l'espace de 2 heures avec les autres personnes et de pouvoir échanger sur votre lecture au fur et à mesure. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans l'histoire. Ici on y suit les aventures de Mathilda qui est une jeune fille vraiment reniée par sa famille, une jeune fille qui n'est pas comprise par sa famille non plus et qui est surdouée. Elle va aller dans une école où clairement son institut est adorable, mais par contre la directrice de l'école c'est un monstre, voilà, elle est atroce avec les enfants et Mathilda va y développer un pouvoir bien particulier, un pouvoir de télékinésie. Avec son pouvoir de télékinésie, elle va du coup aider plusieurs personnes de son école par rapport justement aux persécutions qu'elles ont à cause de la directrice et je trouve ça vraiment super chouette, ça montre que tout est possible dans le monde et vraiment que on peut toujours tout faire pour améliorer les choses. Bien sûr, c'est un livre jeunesse et il est plein de clichés, tout n'est pas forcément très bien développé, mais c'est normal, il fait à peine plus de 200 pages et on peut pas en attendre plus, mais je pense que c'est un livre vraiment à mettre entre les mains des enfants et qui pourra vraiment les émerveiller et leur donner peut-être le goût à la lecture. Et c'est donc un livre auquel j'ai mis une note de 4 sur 5 puisque c'était quand même une excellente lecture. On va maintenant passer à la catégorie des livres fantastiques puisque j'en ai lu quelques-uns au cours de ce mois de mai et j'avais envie de vous en parler un peu plus. Tout d'abord, dans cette catégorie de livres fantastiques, j'ai lu How the King of Elfland Learned to Hate Stories de Holly Blake, qui est un livre en VO, paru ici dans l'édition Little Brown for Young Readers. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans mes autres bilans lecture, je vous mets le petit i si jamais ça vous intéresse. J'ai beaucoup aimé la trilogie du Prince Cruel que j'ai lu entièrement en VO donc, et j'avais envie de continuer cette trilogie en lisant How the King of Elfland Learned to Hate Stories, qui est un recueil de nouvelles cette fois-ci qui porte sur le prince Cardan. Dans la trilogie du Prince Cruel, on y suit principalement Jude, qui est une humaine qui va être amenée à vivre dans un monde de faées et qui va tout faire par la force des choses pour réussir à se trouver une place dans ce monde et surtout qui va user de beaucoup de points politiques. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire. On a également une romance qui est un enemies to lovers, parfois qui frôle un petit peu avec l'inacceptable, mais franchement, ça m'a pas plus dérangé que ça et j'ai trouvé que cette histoire était vraiment super chouette. J'avais envie cette fois-ci de lire le recueil de nouvelles qui porte sur Cardan et qui reprend son histoire à travers plusieurs nouvelles avant
pendant et après les aventures des 3 tomes de la trilogie. C'est un recueil de nouvelles qui nous permet vraiment de mieux comprendre certaines choses que le prince Cardan va faire au fur et à mesure de ses aventures. C'est quelque chose qui nous permet de comprendre vraiment mieux son personnage et de mieux le cerner, puisque comme la trilogie est écrite uniquement du point de vue de Jude, il y a beaucoup de choses auxquelles on passe à travers, et grâce à ce recueil, on comprend un peu mieux comment fonctionne Cardan. J'ai adoré ces histoires, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les illustrations, puisque c'est un recueil qui est entièrement illustré et qui est juste magnifique. C'est splendide, c'est un superbe objet livre et c'était un régal de le lire. Je ne peux que vous recommander de le lire si vous avez aimé la trilogie, puisque ce sera vraiment un ouvrage indispensable pour bien comprendre l'ensemble des personnages et leur manière de fonctionner. Donc voilà, c'est un recueil qui pour le moment n'existe qu'en anglais, puisque la trilogie n'a pas fini d'être traduite, et j'espère sincèrement qu'il sera traduit en français pour que toutes les personnes qui ont aimé cette trilogie et qui l'ont lu uniquement en français puissent le lire également. Et c'est donc un livre auquel j'ai mis une note de 4 sur 5, puisque c'était pour moi une excellente lecture qui apportait beaucoup au reste de la trilogie. Avant le début du challenge, j'ai également lu le premier tome du Pacte de la magie de Amélie Janot, qui est un service presse que j'ai reçu de la part de l'auteur. C'est un livre auto-édité que vous pouvez retrouver sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Ici on y suit les aventures de Shushka, qui est une elfe qui a fui le royaume des elfes, donc Valéria, pour aller dans le royaume des humains. Elle se rend compte une fois dans le royaume des humains, après quelques temps passés là-bas, que son pouvoir s'amenuise et qu'elle a besoin d'aller se ressourcer en retournant dans le royaume des elfes. Elle y retourne donc et malheureusement en arrivant là-bas, elle se rend compte que toute la population elfique a été décimée et elle va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé pendant son absence. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est très court, qui se lit très rapidement et dans lequel je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas suffisamment approfondies. Bien évidemment, il y a plusieurs tomes, donc je pense trouver les réponses à mes questions dans les tomes suivants et j'ai hâte de pouvoir les lire par la suite. C'est un livre assez linéaire aussi, dans lequel on va suivre les aventures de Shushka d'un point A à un point B, et j'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu d'aventures parallèles, mais je pense que ça va s'étoffer par la suite. C'est aussi une entrée en matière, quelque chose d'assez introductif dans ce premier tome, et donc j'ai hâte de lire la suite de cette histoire, et je remercie grandement l'auteur pour ce service presse. C'est donc un livre auquel j'ai mis une note de 3,5 sur 5, puisque comme vous l'avez vu, je suis un petit peu mitigée sur certains points. J'ai trouvé qu'il n'était pas suffisamment développé à certains aspects, mais franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture et je pense que les prochains tomes pourraient me plaire également. Au cours du challenge des terreurs, j'ai également lu le premier tome de Rebecca Keane, donc de Cassandra O'Donnell, qui est une auteure que j'adore en fait. Enfin, je vous dis ça, mais je n'ai lu que sa saga Rebecca Keane et du coup Leonora Keane. Mais vraiment, j'aime énormément cette saga. C'est une saga que j'aime d'amour et c'était une relecture que j'ai adorée. Même si je trouve que ce premier tome a un petit peu mal vieilli avec le temps et qu'il est finalement plein de clichés auxquels je n'avais pas fait attention lors de mes premières lectures. Dans cette histoire, on va y suivre Rebecca Keane, qui est une sorcière de guerre vicariste qui va fuir son clan de sorcières pour protéger sa fille, puisque sa fille est mi-sorcière, mi-vampire. Et les sorcières de guerre ont pour habitude donc de détester les vampires au possible, et c'est inacceptable qu'elle ait fait un enfant avec un vampire. Rebecca va donc s'enfuir aux États-Unis, où elle va se retrouver dans une ville où il y a une forte présence de la communauté surnaturelle. Elle va alors devenir Assaïm pour protéger toute cette communauté surnaturelle, permettre de les garder dans l'ombre de la connaissance des humains et surtout protéger donc tous les intérêts de cette communauté et leur permettre de coexister correctement. C'est une histoire que j'aime beaucoup, une histoire dans laquelle on va retrouver à chaque tome une intrigue un peu policière particulière. C'est ce que j'aime énormément dans cette saga et je trouve qu'en fait finalement les tomes peuvent vraiment se lire plutôt séparément les uns des autres sans pour autant les lire dans le désordre, hein, puisqu'il y a quand même une trame linéaire qui suit un peu tous les tomes et qui les relie entre eux, en particulier les histoires d'amour de Rebecca. Je trouve que du coup on a vraiment des tomes uniques qui commencent avec une intrigue et terminent vraiment avec cette intrigue là et c'est ce qui les rend vraiment intéressants. Le 7e tome est paru en janvier dernier et j'avais envie de le relire lors du challenge des terreurs, sauf que finalement avec le recul je me suis rendu compte que j'avais oublié le 6e tome et tant qu'à relire un tome, autant tout relire depuis le début. Donc j'ai repris la saga depuis le début et je l'ai écoutée principalement en livre audio cette fois-ci. Honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal avec la voix de la narratrice au départ, mais une fois qu'on s'y habitue, qu'on est bien rentré dedans, il n'y a aucun souci et j'ai adoré ce livre audio et je ne peux que vous le recommander. Voilà, je pense que vous aurez compris à quel point j'aime cette histoire de Rebecca Keane et du coup
je lui ai mis une note de 4,5 sur 5 et j'ai baissé un tout petit peu ma note que j'avais mise sur Livre Addict auparavant, puisque je me rends compte avec le recul, voilà, qu'il y a quelques clichés quand même dans cette histoire que l'on retrouve mine de rien et que j'avais oublié. Donc voilà pour ce premier tome. Sachez qu'en ce moment je suis en train d'écouter du coup le tome 3 puisque j'ai bien avancé dans la saga et je vais continuer jusqu'au tome 7 je pense. Et toujours dans ce genre littéraire, j'ai également relu la saga du livre perdu des sortilèges, donc All Souls de Deborah Harkness. C'est une saga que j'ai découverte quasiment au même moment que Rebecca Keane et j'étais ravie de relire ces livres clairement. Je me suis mise un petit peu dans les annotations aussi au début du challenge, je n'ai pas annoté toutes mes lectures, mais voilà, ceux-là j'avais vraiment envie de les annoter, de garder en tête certaines choses et de pouvoir revenir rapidement sur certaines informations des livres parce que ce sont vraiment des livres très denses où il s'y passe beaucoup de choses et en même temps où les choses prennent leur temps et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette histoire. Ici on y suit Diana, une chercheuse historienne spécialisée dans l'alchimie qui un jour à l'université d'Oxford va ouvrir un manuscrit d'alchimie et révéler des pouvoirs magiques. En révélant ces pouvoirs magiques, Diana va se rendre compte qu'elle ne peut plus continuer à nier sa nature de sorcière, mais surtout elle va attirer une foule de créatures surnaturelles, des sorciers, des démons et des vampires et rencontrer Matthew, un vampire qui est également enseignant dans cette université. Ensemble, Diana et Matthew vont tout faire pour essayer de comprendre pourquoi ces pouvoirs se sont révélés, d'où vient ce livre, comment il est fait et surtout essayer de découvrir donc l'origine des espèces surnaturelles et quels liens elles peuvent avoir entre elles. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. C'est un livre dans lequel on y retrouve beaucoup de références scientifiques et historiques et c'est quelque chose qui est super bien fait par l'auteur. L'auteur est une historienne et du coup, on se doute bien que les références historiques sont vraiment exactes, surtout qu'elle le dit dans ses remerciements, qu'elle s'est vraiment aidée de plusieurs chercheurs historiens aussi pour appuyer ses propos et faire en sorte que tout soit le plus juste possible, même que c'était en dehors de son domaine de compétences. Et vraiment, c'est ce que j'ai apprécié dans cette histoire, que j'ai vraiment adoré, même si j'aime beaucoup aussi l'histoire de Diana et Matthew, c'est pour moi tout l'univers, le côté de recherche historique et scientifique qu'il y a autour qui apporte vraiment la différence, la touche vraiment différente de ces livres. Et pour moi, c'est un gros coup de cœur auquel j'ai mis une note de coup de 5 sur 5. C'était vraiment trop bien. Et donc vous vous doutez que après avoir écouté ce premier tome en livre audio et un petit peu alterné avec le livre papier, j'ai enchaîné avec les tomes suivants et j'ai donc lu L'école de la nuit qui a été tout aussi bien que le premier tome avec également une note de 5 sur 5, vous vous en doutez, ainsi que Le nœud de la sorcière qui a encore été une fois un coup de cœur. Franchement, j'aime énormément cette saga, vous pouvez pas savoir à quel point et je ne peux que vous recommander de foncer de la lire parce qu'elle vaut le détour. Elle est suffisamment atypique et bien approfondie sur d'autres aspects pour vous plaire même si vous n'aimez pas spécialement la Didlite. Allez-y, allez-y parce que c'est une histoire qui est juste géniale. Le tome 2 est super et on y parle également de voyage dans le temps dedans, donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous attirer, allez-y. Et sachez que du coup j'ai réussi l'exploit de lire ces 3 grosses briques qui font presque 900 pages chacune, voire je crois qu'il y en a une qui en fait plus que 900. J'ai réussi à toutes les lire en l'espace d'une seule semaine et je suis trop fière de moi parce que je ne pensais pas que ce serait possible. Au cours du mois de mai, j'ai également lu le premier tome de Akotard de Sarah J. Maas. C'est un tome qui était là depuis très longtemps dans ma bibliothèque, puisque comme vous pouvez voir juste derrière moi, j'ai tous les tomes de la saga avec ces dust jackets illustrés que j'ai eu donc dans la box Illumicrate. Et franchement, si je peux être honnête avec vous, j'ai été un petit peu déçue de ce roman. Oui, j'en attendais énormément. C'est un livre qui est hyper hypé sur les réseaux sociaux littéraires et du coup forcément j'en attendais beaucoup et il a pas été à la hauteur de mes attentes. J'ai trouvé que c'était un tome un petit peu qui traînait en longueur, dans lequel il n'y avait pas forcément beaucoup de choses très intéressantes qui se passaient et je n'ai pas accroché avec le personnage de Tamlin, donc forcément qui est un personnage très présent dans ce premier tome, ça a fait que j'ai eu beaucoup de mal avec ma lecture. Je l'ai essentiellement lu en français, enfin j'ai lu à peu près 70% en français si je me souviens bien de ce que je vous ai dit dans mon dernier vlog lecture et honnêtement je sais pas si c'est à cause de la traduction en français, si c'est à cause du fait que j'ai pas accroché avec le personnage ou si c'est tout simplement parce que j'étais très fatiguée au moment où j'ai lu ce livre. Et il faut savoir que sur la dernière semaine du challenge, le challenge commençait vraiment à me peser et où du coup j'ai pas forcément réussi à apprécier autant mes lectures que ce que j'aurais pensé puisque je me forçais un petit peu à lire ou en tout cas je voyais bien que j'avais beaucoup de mal à rentrer dans les histoires. Du coup finalement j'ai décidé de ne pas continuer la suite de la saga lors du challenge et de me laisser un petit peu de temps pour reprendre un peu plus tard. Mais après avoir discuté avec plusieurs personnes d'entre vous qui ont lu Akotard, beaucoup m'ont dit que le premier tome n'était pas à la hauteur des
tomes suivants et qu'il fallait vraiment lire le tome 2 pour se rendre compte de l'ampleur de la saga et de son potentiel. Donc peut-être bien que c'est normal et que c'est tout à fait logique que je n'ai pas accroché à ce premier tome, mais j'espère vraiment accrocher à la suite de l'histoire parce que je sens que ça va être vraiment génial. Il n'y a pas de raison que je ne l'aime pas, vu que toutes les personnes qui lisent des livres du même genre que moi adorent cette saga, je ne comprends pas pourquoi moi je passe à côté et je suis sûre que dans les tomes suivants je vais l'adorer, surtout si c'est du même genre que Throne of Glass où le premier tome était quand même bien moins bon que les suivants. Ça m'étonnerait pas que Sarah J. Maas fonctionne comme ça pour quasiment toutes ses histoires où elle a besoin d'un premier tome d'adaptation, un premier tome de mise en situation aussi avant de prendre son envol pour les tomes suivants. Ici on y suit les aventures de Fair qui est une humaine qui est dans la pauvreté et qui chasse pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors déjà à partir de là on se dit gros cliché, Fair vit avec toute sa famille mais elle est la seule à subvenir à leurs besoins parce que tous les autres en fait ils ne font absolument rien. Donc bon voilà. Et donc en chassant, Fair va tuer un faé sous forme de loup. Elle va être emportée dans le monde des faés parce qu'apparemment elle a tué un faé, donc il faut donc venger la mort de ce faé en emportant Fair. Ça j'ai pas forcément très bien compris pourquoi. Et puis il va s'y suivre plein d'aventures où elle va se rendre compte que ce monde de faé en fait c'est pas l'idéal, il y a un gros souci et elle va essayer de sauver la vie de tous les faés alors qu'elle est une simple humaine. C'est un petit peu tiré par les cheveux, ça me semble assez illogique par moment, mais j'ai quand même bien aimé l'univers, l'ambiance autour et j'ai quand même plutôt bien accroché au personnage de Fair, donc j'ai hâte de voir la suite malgré tout, même si je pense que je vais me laisser un petit peu de temps pour oublier un petit peu ces points négatifs par rapport au premier tome avant de me lancer dans la suite. Mais voilà, dans l'ensemble du coup c'est un livre auquel j'ai mis une note de 3 sur 5, c'est la plus mauvaise note que j'ai donnée ce mois-ci. Ça restait quand même une bonne lecture, donc voilà, j'avais pas envie de lui mettre une note trop mauvaise parce que je pense qu'il a malgré tout un fort potentiel et surtout j'en attends beaucoup du coup dans les tomes suivants. Toujours de Sarah J. Maas, j'ai lu au cours donc de ce mois de mai le tome 3 de Keleana et là les gars ça a été un gros coup de cœur. Franchement ce tome est génial. Je pensais que le tome 2 était oufissime et que c'était déjà un gros coup de cœur. Je vous en avais parlé dans mon bilan lecture du mois de février, mais alors celui-ci on est au-delà. On est au-delà, c'est un tome qui voilà pour moi montre vraiment le potentiel de Sarah J. Maas. C'est un tome dans lequel on continue à suivre donc les aventures de Keleana mais où on y découvre toute une ampleur de magie qui commençait déjà à se développer dans le deuxième tome mais qui là est à un point. J'aime énormément ce tome, c'est un gros coup de cœur et j'aime beaucoup les personnages qu'on y découvre aussi, je pense notamment à Rohan et à Manon et j'ai eu juste qu'une hâte, c'était de lire la suite, donc j'ai enchaîné ce tome 3 avec le tome 4.1 puisqu'il faut savoir que la Martinière Jeunesse a fait le choix de diviser le tome 4 en deux parties et du coup en divisant ce tome 4 en deux parties j'ai été très frustrée de la première partie du tome 4 puisque c'est une première partie où on attend beaucoup, où les choses sont en cours de préparation et où on a seulement les 25 derniers pourcents du livre où il se passe réellement quelque chose et je le trouve du coup très déséquilibré. Alors que, une fois que j'ai lu le tome 4.2, en fait, je me suis rendu compte à quel point ce tome était nécessairement un tome entier et qu'il fallait absolument pas les diviser en deux parties parce que pour moi, ce tome 4.2, c'est le tome où on a toute l'action, où on a toute la conclusion de ce tome 4.1 et les deux ensemble fonctionnent super bien mais l'un ne va pas sans l'autre et je pense que c'est indispensable d'enchaîner ces deux lectures. Et donc j'avais mis une note de 4 pour le tome 4.1 et de 4,5 pour le tome 4.2 et honnêtement voilà, je pense sincèrement que les deux vont ensemble et que dans l'ensemble ces deux tomes peuvent même avoir une meilleure note que ça. Ce n'est pas un coup de cœur, peut-être que du coup j'ai mis trop de temps entre ces deux parties là du tome pour enchaîner et vraiment apprécier l'histoire parce que voilà, j'ai eu ce côté où j'ai attendu peut-être bien 2 semaines entre chaque tome et du coup voilà, je pense que c'est pour ça. Honnêtement, moi personnellement je regrette de n'avoir pas enchaîné les deux parties de ce tome 4 de Keleana, donc j'espère que vous ne ferez pas la même erreur si jamais vous les lisez et j'espère surtout que ça vous plaira vraiment. Et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 5 sorte en français puisque je les ai tous lus en français depuis le début et du coup j'ai un peu peur de me lancer dans la VO maintenant que je les ai lus en français et que je me suis habituée à cette traduction, à cette manière de faire, à cette manière d'expliquer les choses, etc. Et j'ai peur que la VO soit trop différente et que je ne
retrouve pas ce que j'aimais vraiment dans cette histoire de Keleana en français. Pendant le challenge des terreurs, j'ai également lu Une braise sous la cendre, donc A Number in the Ashes de Sabaa Tahir en anglais. C'était une relecture pour ma part puisque j'avais déjà lu cette histoire en français et j'avais hâte de le relire en anglais. C'était un de mes objectifs de cette année, donc je suis bien contente d'avoir commencé ma relecture. Je n'ai relu que le premier tome pour le moment et clairement je suis bien contente de l'avoir relu puisqu'il m'a encouragée dans cette relecture. Il m'a montré aussi que j'étais capable de comprendre cette histoire et qu'elle n'était pas si complexe que ça à comprendre en anglais, alors que c'est quelque chose que j'avais très peur puisque je ne suis pas très familière avec le vocabulaire anglais de fantasy orientale et donc j'avais peur de ne pas forcément tout comprendre dans cette histoire. Bon, le côté oriental est assez peu présent dans ce premier tome. De mémoire, il est beaucoup plus présent dans les tomes suivants, donc j'attends de voir, mais en tout cas, c'était selon moi la seule solution que j'avais pour finir cette saga et lire enfin le 4e tome. Donc ici, je l'ai en édition VO dans l'édition Harper Voyager. C'est l'édition paperback dans laquelle sortira le tome 4 cet automne, donc j'ai jusqu'à cet automne pour lire les tomes 2 et 3 pour enfin découvrir le tome 4. Et je sens que ça va être beaucoup trop bien. C'est une histoire dans laquelle on a un monde qui est divisé entre les martiaux et les érudits, et en fait les martiaux ont pris le pas sur les érudits. Les érudits sont vraiment bannis de la société, on leur empêche en fait d'avoir une certaine connaissance et finalement en fait ce monde est juste régi par des personnes qui ont l'habitude de faire la guerre. Dans cette histoire on y suit Layla, une jeune fille érudite qui lorsque son frère sera enlevé par des martiaux va partir à sa recherche et pour cela elle va se retrouver à devoir servir d'esclave dans le camp des martiaux pour essayer de comprendre et retenir à trouver quelques informations pour savoir où est son frère, est-il toujours en vie, comment va-t-il et comment faire pour le récupérer. À ce moment-là, elle va rencontrer Elias, un jeune homme qui est un martial cette fois-ci, qui est le meilleur martial de sa formation, mais qui en même temps déteste ce qu'il fait et n'a absolument pas sa place ici. Layla et Mathias vont tout faire pour essayer de s'en sortir de cette histoire et de ce monde vraiment régi par la guerre, sauf que finalement, dans cette histoire, il n'y a pas juste une romance entre Layla et Mathias, mais également tout un triangle, un double triangle amoureux, enfin un truc avec 4 personnes, et c'est vraiment le foutoir, c'est quelque chose que j'ai pas trop apprécié. Malgré tout, c'est une histoire que j'aime beaucoup puisque on y trouve tout un monde, un univers qui est vraiment très intéressant et une intrigue que l'on ne voit pas venir et qui pour moi vaut vraiment le détour. Et c'est donc un livre auquel j'ai mis une note de 4 sur 5 parce que comme je vous l'ai dit, voilà, le carré amoureux c'est vraiment pas mon truc, mais du coup c'est le truc qui a vraiment pêché dans cette histoire. C'est une histoire où on va y retrouver quelques clichés aussi, c'est normal. C'est une histoire qui date des débuts du young adulte et du coup forcément c'est des choses que l'on a l'habitude de retrouver dans beaucoup d'autres histoires. Malgré tout l'intrigue est super originale, elle nous emporte et surtout elle est vraiment pas prévisible et du coup c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette histoire. Au tout début du mois de mai, avant le début du challenge, j'ai fini Aurora Squad de Amy Christophe et Jake Kaufman qui est cette fois-ci un livre de science-fiction. C'est un livre dans lequel on va suivre 7 têtes brûlées, 7 adolescents qui n'ont pas grand chose en commun, qui s'entendent pas forcément très bien et qui vont avoir pour rôle de sauver l'univers. Ils vont découvrir beaucoup de choses par rapport à l'univers à la suite de la rencontre avec un personnage bien particulier et voilà, de fil en aiguille ils vont se retrouver confrontés à sauver l'univers, à découvrir tellement de choses et c'est un livre qui est hilarant, c'est un livre que j'ai adoré, c'est un livre que je ne peux que vous recommander, c'est un livre que j'ai adoré et comme vous l'avez vu si vous avez regardé mon book haul du mois de mai, vous avez vu que j'ai déjà craqué pour le tome 2 parce que c'est une histoire qui vaut le détour, une histoire que j'aime beaucoup et je trouve que je ne lis pas assez de science-fiction à mon goût et j'aimerais en lire un peu plus. Du coup je suis bien contente d'avoir lu Aurora Squad et je remercie grandement Ali, donc de Ali des livres, de m'avoir offert ce livre et d'avoir fait une lecture commune avec moi autour de cette histoire parce que c'était vraiment super chouette et merci à elle de m'avoir permis de découvrir cette histoire parce que sans elle je pense que j'aurais encore attendu très longtemps avant d'acheter ce livre. Et c'est donc un livre auquel j'ai mis une note de 4 sur 5 et j'ai hâte de lire la suite comme je vous l'ai dit. On peut maintenant passer à la catégorie romance puisque c'était une des catégories du challenge des terreurs, donc j'ai lu pas mal de romances au cours du mois de mai. Tout d'abord, j'ai lu les 3 tomes de la trilogie Baby Random de Alexia Gaia. C'est une trilogie que j'avais déjà lue, donc il s'agissait d'une relecture. C'était également ma recommandation du challenge des terreurs pour cette semaine de la romance. Et du coup, franchement, j'avais juste qu'une hâte, c'était de relire ces livres pour pouvoir échanger avec vous. Mais ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu au départ, mais plutôt quelque chose que j'ai fait vraiment sur le moment parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de mieux être imprégnée de l'histoire pour échanger avec vous lors de la lecture commune. Et finalement, en relisant le premier tome
donc je les ai principalement écoutés en livre audio aussi. En lisant le premier tome en livre audio, j'ai été emportée dans l'histoire et j'ai voulu lire l'ensemble des tomes de la trilogie et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Encore une fois, c'est une histoire dans laquelle on va retrouver quelques clichés aussi, une histoire dans laquelle tout n'est pas parfait, mais c'est aussi une histoire que j'aime beaucoup et à laquelle je me suis beaucoup attachée puisque je me suis vraiment attachée au personnage de Celia. Celia est une jeune femme qui a des difficultés financières, une jeune femme qui va se retrouver enceinte du jour au lendemain d'un coup d'un soir et alors qu'elle est finalement en couple avec une autre personne, une jeune femme qui fait un déni de grossesse et qui s'en rend compte trop tard, qui ne peut pas avorter et surtout c'est une jeune femme qui a pour seule personne pour l'épauler sa voisine qui est donc une personne âgée et on va apporter plusieurs thèmes dans cette histoire. On va parler donc du déni de grossesse en priorité mais également des difficultés qu'il y a en fait d'apprécier, d'aimer son enfant lorsqu'on ne l'a pas désiré, les difficultés qu'il y a aussi lorsque l'on se rend compte qu'on est enceinte d'un autre homme alors qu'on est en couple avec une autre personne, des difficultés qu'il y a aussi lorsque l'on crée une amitié avec une personne âgée qui est proche de la fin de ses jours. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Des 3 tomes, j'ai mis une note de 4 aux 2 premiers et une note de 4,5 au 3e, puisque selon moi, le 3e tome permet vraiment de mieux comprendre certaines choses de l'histoire, de mieux comprendre comment fonctionne le père du bébé, même si il reste quand même certaines incompréhensions par moment. C'est vraiment des livres que j'ai adorés et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Celia. Si jamais vous avez d'autres livres qui parlent de ce genre de sujet, des difficultés de la maternité, des difficultés qu'on peut rencontrer face à un déni de grossesse ou ce genre de choses, ce sont des sujets qui m'intéressent, donc n'hésitez pas à m'en recommander dans les commentaires si jamais vous en avez à me recommander. Toujours dans la romance, j'ai lu Eleanor and Gray de Brittany Sitcheri et là ça a été un gros coup de cœur. Franchement, je ne m'y attendais pas, enfin un peu quand même, parce que Brittany Sitcheri c'est une auteure qui est vraiment reconnue dans la romance, c'est une auteure dont on entend beaucoup parler sur les comptes qui aiment beaucoup justement ce type de lecture là et je savais que je partais pas sur une inconnue, que je ne lisais pas un livre voilà, dont on n'entend jamais parler ni rien, mais je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à aimer autant cette histoire, à être autant embarquée dans cette histoire et j'ai adoré. Brittany Sitcheri nous a écrit ici une histoire donc de Eleanor et Gray qui est juste formidable. C'est une histoire dans laquelle on va aborder plusieurs sujets difficiles, en particulier le deuil et la difficulté de se reconstruire après la perte d'un être cher et l'importance du coup de s'entourer de bonnes personnes dans ces cas-là. J'ai adoré cette histoire d'Eleanor et Gray. On les découvre lorsqu'ils sont adolescents, on découvre Eleanor qui vit une période difficile de sa vie puisqu'elle apprend que sa mère est atteinte d'un cancer et Gray qui lui a déjà vécu ce type d'expérience-là puisque son grand-père est décédé d'un cancer peu de temps avant, va aider Eleanor à surmonter cette épreuve difficile de sa vie. Quelques années plus tard, on retrouve ces personnages une fois adultes et cette fois-ci c'est au tour d'Eleanor d'aider Gray et j'ai trouvé que c'était juste magnifique, c'était super bien écrit. C'est à la fois doux, léger et en même temps profond et triste. Et voilà, et on a un équilibre entre la tristesse et la joie qui fait que finalement tout se passe bien et qu'on apprécie cette lecture et qu'on arrive à enchaîner les pages malgré tout. Et franchement, je ne peux que vous recommander d'aller lire Eleanor and Gray. Les quelques personnes auxquelles j'ai eu le temps de le recommander depuis que je l'ai lu l'ont déjà adoré. Allez-y, les yeux fermés. Si vous aimez la romance, même si vous n'aimez pas la romance new adulte, je pense que ça vous plaira parce que c'est vraiment un livre atypique, un livre qui, pour moi, est à lire en fait, parce que c'est un livre qui nous apporte vraiment beaucoup de choses et qui renforce ce côté où c'est important d'aider les autres et d'être disponible pour eux. Et voilà, allez-y, lisez Eleanor and Gray. Et après ce gros coup de cœur pour Eleanor and Gray, je n'ai pas pu m'empêcher de lire le spin-off London and Shay, qui cette fois-ci est une duologie. Et c'était tout aussi bien, London et Shay sont peut-être un petit peu moins attachants qu'Eleanor and Gray au début, puisqu'on les suit beaucoup plus longtemps lorsqu'ils sont adolescents. Et c'est quelque chose qui me freinait beaucoup, moi personnellement. Mais on y parle de sujets qui m'ont tellement touchée que ça a été aussi un coup de cœur pour ces livres-là, voilà. Ici, on va parler du deuil, encore une fois, mais pas seulement. On va parler de dépression, on va parler d'addiction aussi, et je trouve que c'est super bien fait. Ce sont des sujets qui m'ont beaucoup plus touchée que uniquement le deuil, puisque la dépression et les addictions sont des choses qui ont touché certains de mes proches aussi, et du coup je me suis sentie plus impliquée, plus concernée dans cette histoire aussi peut-être. Et voilà, allez-y les yeux fermés encore une fois, c'est traité avec justesse, et pour moi ça vaut vraiment le détour. Donc allez-y, si jamais vous cherchez des livres sur ces sujets-là, vous regretterez pas. Vous regretterez pas et j'ai versé ma petite larme en lisant ces livres-là, je vous avoue.
Moi qui pleure très rarement lorsque je lis des livres, les personnages sont tellement attachants finalement que on ne peut pas rester inerte face à leurs émotions, face à tout ce qu'ils vivent. Et en même temps, voilà, c'est une histoire d'amour qui est juste magnifique et je ne peux que vous recommander de lire ces livres, donc London and Shay et même les Eleanor and Gray. Et pour finir, j'ai fait The découverte de ma vie. J'ai lu les Heartstopper. Alors, c'était pas la première fois que je lisais des graphiques, mais ça faisait des années que j'en avais pas lu. Et là, ça a été vraiment une claque. J'ai adoré cette histoire de Nick et Charlie. On va y parler d'homosexualité, de difficulté d'annoncer son homosexualité à son entourage, de comment surmonter ces choses-là. Et puis, au fur et à mesure des tomes, on va y apporter d'autres sujets comme, encore une fois, la dépression, mais également les problèmes de troubles du comportement alimentaire. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait, hyper bien abordé, super simple à lire en VO et franchement, allez-y les yeux fermés si vous voulez lire une histoire magnifique, une histoire qui parle de représentation, une histoire qui apporte les choses avec justesse, avec simplicité et qui en même temps nous met les définitions exactes de certains termes pour qu'on les comprenne bien si jamais on n'est pas familiarisé avec les choses. Allez-y parce que l'histoire de Nick et Charlie est juste magnifique et je l'ai adorée et j'ai beaucoup aimé les sujets qui étaient abordés dans cette histoire aussi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler cette histoire, mais sachez que Alice Oseman nous a écrit une pépite ici et j'ai qu'une hâte, c'est de lire d'autres livres de cet auteur. Le niveau d'anglais est très abordable. Franchement, si c'est votre premier livre à lire en anglais, allez-y, parce que ce sera hyper simple à lire, les mots ne sont pas compliqués, il y en a très peu puisque c'est du comique et du coup c'est écrit sous forme de bulles et l'histoire est juste magnifique, vous passerez un excellent moment à lire ces livres, je n'en doute pas. Et donc ce sont des livres auxquels j'ai mis une note de 4,5 sur 5, j'ai passé un excellent moment et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le 5e et dernier tome de cette saga le jour où il sortira, sachant que ce qui m'a décidé de me lancer dans cette histoire c'était la sortie du tome 4 qui est sorti donc en anglais au cours du mois de mai, mais très rapidement en français aussi puisqu'il est sorti ce mois-ci en français. Donc franchement allez-y les yeux fermés et même si vous voulez le lire uniquement en français, sachez que la traduction du tome 5 devrait quand même arriver rapidement après la publication du tome en anglais. Et puis il y a également une série qui est en cours d'adaptation donc sur ces livres et j'ai hâte de la voir, ça va être une série Netflix donc je sais déjà que je la regarderai et je pense que ça va être vraiment super chouette. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de mai, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop redondant pour vous si jamais vous avez déjà regardé les vlogs lecture. Sachez que ça me tenait à cœur quand même de faire ce format là puisque c'est le format que je fais habituellement pour mes bilans lecture et j'avais vraiment envie de vous faire un format que vous allez pouvoir retrouver facilement sans avoir à regarder 3 heures de vidéo avec les vlogs et du coup j'avais vraiment envie de vous le proposer sous ce format là. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire non plus quelle a été votre meilleure lecture du mois de mai et sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!